reste 4 matchs pour se qualifier en Ligue des Champions et l'OM ne doit pas se rater vu les concurrents qui nous collent juste derrière. Ça commence demain par ce match contre Brest au Stade Vélodrome. On va analyser cette rencontre dans cette vidéo. On va décrire un peu l'atmosphère qu'il y a au sein du club, entre le staff, la direction, les joueurs. Pourquoi cette mise au vert? Quel intérêt? Est-ce que c'est une bonne chose? Et je reviendrai à la fin sur un petit peu les actus mercato qui ont tourné cette semaine. N'hésitez pas à liker la team OM. Pour parier sur le match, c'est sur Unibet que ça se passe. Les meilleurs codes sont disponibles. Vous avez du free bet offert jusqu'à 100 € grâce à mon code promo RAFOOT. Le lien est en description pour ceux que ça intéresse, pour la team parieur, pour les majeurs. Et pour ceux qui veulent voir le Classico espagnol ce soir, finale de Coupe du Roi, Barça-Real, le match est disponible sur Unibet TV. Donc raison de plus pour vous créer un compte sur Unibet pour ceux qui veulent, pour ceux que ça intéresse encore une fois. La compo que j'aimerais voir, j'opte toujours pour un 4-3-3. Je lâche pas l'affaire. Pour que De Zerbi passe dans ce système, on sait qu'il veut 2 défenseurs centraux de métier. Bah, si Balerdi est de retour, il pourrait aligner par exemple Cornelius aux côtés de Balerdi. Il n'aurait pas cette excuse-là. Après, dans l'état actuel, il est incertain. On sait qu'il s'est entraîné de manière assez sérieuse lors du stage en Italie. Mais est-ce qu'il est à 100% de ses moyens pour débuter un match de Ligue 1? On aura la réponse soit tout à l'heure en conférence de presse, soit demain au dernier moment. Je mettrai Garcia à ses côtés, qui a eu une aventure, une ascension exceptionnelle cette année. Rappelez-vous, il était dans le loft cet été. Ensuite, il a été lancé lors du match à Lyon, le plus beau match de la saison, celui qui nous a procuré le plus d'émotions. Il a été buteur. À chaque fois qu'on a fait appel à lui, bah, il a été performant. Du moins, il a largement concurrencé Quentin Merlin sur le côté gauche. Et puis c'est une belle surprise en défense centrale. Même défensivement, il gagne ses duels. Il va plus vite que ses compères Kondogbia et Cornelius. Il a cette faculté à se projeter, à apporter du surnombre dans une défense à 3. Alors là, je sais, dans un système à 4 derrière, il aurait des consignes différentes. Mais bon, dans ses qualités de défenseur pur, excusez-moi, mais par rapport aux autres, il n'a pas été en dessous, loin de là. À mon avis, on verra Kondogbia en défense centrale. C'est un des chouchous de De Zerbi d'ailleurs. Pourquoi il a autant de crédit à ses yeux? Ça a commencé dès cet été. Le coach, il avait vanté le mérite de Kondogbia, son investissement à l'entraînement. Ils se parlent beaucoup, les deux. Et d'ailleurs, Kondogbia est un des leaders du vestiaire de l'OM, qui s'exprime beaucoup. Donc, il y a ça aussi qui joue en sa faveur. Et puis, il voit en lui une qualité de relance. Et on sait que pour des défenseurs centraux, avec la façon de jouer de De Zerbi, c'est important de bien relancer. Bien que même dans cet aspect-là, je ne trouve pas si épatant que ça. On se rappelle du joueur qu'il était, il avait une belle patte gauche, que ce soit dans le jeu court et surtout dans le jeu long. Et d'ailleurs, De Zerbi a réclamé une prolongation de contrat. Pour lui, en fin de saison, ça fait peur, surtout vu le salaire qu'il touche mensuellement par rapport à son rendement. Au milieu de terrain, je sors Rongier qui n'est pas performant en ce moment, il faut dire la vérité. Beaucoup trop de touches de balle, il ralentit beaucoup le jeu, il tue par la même occasion beaucoup d'occasions. Et je mets Benasser qui a fait une bonne entrée lors du dernier match. Ça doit se jouer au mérite. Et j'ai envie de voir Benasser d'entrée de jeu. D'ailleurs, même à Monaco, il avait fait une entrée avec plus de dynamisme que ses coéquipiers. Donc avec Rabiot et Højbjerg au milieu de terrain. Et pourquoi pas voir Harit rentrer en cours de match? Pour sa folie, pour sa percussion. De Zerbi l'a dit après Montpellier qu'il avait un profil qui pouvait servir dans les derniers matchs pour créer des différences, parce que moi j'en ai marre qu'on joue tous les matchs à la maison avec seulement 2 joueurs offensifs sur le terrain. Donc à voir, surtout si on ne gagne pas, si on ne mène pas. Et en jouant en 4-3-3, je mets Rose sur le côté gauche, surtout avec un Enrique qui n'est plus trop concerné, qui n'a plus la tête à l'OM, ça va de soi. Et dans la volonté aussi d'apporter de la folie à cet OM qui en manque cruellement, d'avoir des joueurs qui provoquent un petit peu. Contre Montpellier, il n'y a eu que Garcia en première mi-temps, en défenseur central, qui a amené ce surplus, ce dépassement de fonction. Parce que moi, ce jeu latéral, ces consignes de De Zerbi, qui en gros, il faut dire les termes les gars, dès qu'on doit ressortir le ballon, dès que nos centraux ont la possibilité de ressortir rapidement, ils ne le font pas. Donc l'adversaire a le temps de se replacer, on est prévisible, c'est beaucoup trop lent, rien que dans les ressorties de balles. Et De Zerbi doit le voir et être beaucoup plus pragmatique dans certains aspects de son jeu. S'il veut que ça marche, que ça fonctionne, même si je sais qu'il a une vraie idéologie, pas de souci, mais il ne faut pas être non plus têtu, borné surtout, pour que ça marche, pour que ça fonctionne, notamment en Ligue 1. Voilà, ça c'est sur l'aspect un petit peu, je dirais tactique, mais même pas dans les consignes. Voilà. Comment l'OM doit jouer dans un match à la maison? On a vu des matchs comme ça cette saison. Ce qui est étonnant, c'est qu'on a un bon bilan.
à domicile depuis quelques temps, mais il y a eu pas mal de victoires ric-rac et des prestations qui n'étaient pas totalement abouties. Et aussi les adversaires un peu faibles qu'on a joués, comme Le Havre, comme Montpellier, comme Saint-Etienne. Donc le calendrier à domicile depuis 2025 allait plutôt en notre faveur. C'est la vérité par rapport à 2024. L'analyse de Brest, notre adversaire, qui fait une très belle saison. C'était pas facile de confirmer après l'année incroyable qu'ils ont vécue l'an passé en se qualifiant en Ligue des Champions. Ils étaient un petit peu plus attendus. Ils ont eu un calendrier très chargé, inhabituel pour leur club. Très très bonne campagne de Ligue des Champions. Et en Ligue 1, ils sont dans le ventre mou. Mais je trouve que leur classement est un peu sous-coté par rapport à ce qu'ils produisent sur le terrain. C'est une belle équipe qui est plutôt joueuse, qui va arriver d'ailleurs demain sans pression. Alors ils ont 2 forfaits importants, le gardien Bizot et le défenseur central Ndiaye. Il y a bien sûr Ajor qui est incertain, l'avancante qu'on connaît tous, qui jouait à Strasbourg avant pendant de longues années, qui a marqué 12 buts cette saison. Un joueur qui a progressé encore plus avec les années. Il va être remplacé par Abdallah Sima, le Sénégalais que je connais bien. Et c'est aussi un très bon joueur qui a marqué des superbes buts cette saison. Un attaquant très rapide, plus rapide que Ajorc. Donc ça, c'est pas une bonne nouvelle pour nous. Quand on connaît nos faiblesses dans la gestion de la profondeur. Donc attention, malgré ces 3 absences, même si bon, c'est quand même une chance pour nous, quoi. Nous, il n'y a que Balerdi qui sera peut-être pas là. Et là, on affronte une équipe qui est amputée quand même de 3 joueurs importants. Ils ont un milieu de terrain très intéressant. Lesmelou, Magnetti qui est né à Marseille, le petit Camara, une défense centrale qui se connaît bien, Chardonnay aux côtés de Cardinal. Ils ne vont pas hésiter à allonger des longs ballons pour leur avancante, qui vont être des joueurs de vitesse. Quand on voit Baldé et Sima, donc jouer dans la profondeur. Ils passent beaucoup sous les ailes. C'est une équipe qui est forte dans les duels aériens. Quand on voit les statistiques, qui n'hésitent pas aussi à frapper de loin. Quand on regarde un peu l'historique des OM Brest, bon, au Vélodrome, je parle, c'est assez équilibré. Pour les plus anciens, est-ce que vous vous rappelez de avril 2013, victoire 1-0. On était avec Eli Bop dans un stade Vélodrome en travaux qui était très très peu rempli. Match pourri, atroce. L'OM avait fini 2e en jouant très mal, en ayant une grosse solidité défensive grâce à Nkoulou, Mandanda qui avait été énorme. Mais bon, on était limité. Au niveau de l'effectif, on était déjà content d'être sur le podium. Mais ce match était d'un ennui profond. Coup franc de Chérou, on n'avait vu que ça pendant 90 minutes. Des informations sont sorties sur RMC hier avec le correspondant Florent Germain qui travaille du côté de la commanderie depuis très longtemps. On nous explique qu'il y a eu quelques tensions, quelques froids entre les dirigeants, entre le staff et la direction. Bon, c'est logique, c'est même normal après toutes les turbulences qu'a connues l'OM récemment. Nous-mêmes, les supporters, on se posait tous des questions. Donc, croyez pas que Longoria et que Benassia, eux aussi, se sont posés quelques questions. Faut pas être parano, bien sûr, qu'il y a eu quelques tensions. Ça me semble pas non plus très profond. On verra à la fin de saison ce qui va se passer. Est-ce que De Zerbi va rester, va partir? J'en reparlerai dans quelques minutes. Mon ressenti par rapport à certaines phrases qu'il a tenues après le match contre Montpellier. Déjà, on apprend que Ravanelli a été prié de s'écarter du secteur sportif. Il n'est pas du voyage à Rome. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être qu'il y a eu quelques désaccords, que Ravanelli, qui est là aussi pour donner son avis. Longoria et lui-même en avaient parlé il y a à peu près en début de saison. Mais attention à pas trop donner son avis justement parfois. Des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Il y a un juste milieu à trouver. Ravanelli, je pense que c'est quelqu'un qui aime donner son avis justement. Bon, c'est peut-être pas si grave, mais connaissant le caractère, l'ego de Ravanelli, que j'adore, c'était mon idole de jeunesse, un homme qui a l'amour de l'OM, véritable, lui j'ai aucun doute. C'est plus que Benassia, plus que De Zerbi, plus que Longoria, Ravanelli il aime l'OM. Ça fait aucun doute, personne ne peut lui enlever. Il a kiffé son passage chez nous de 2 ans et demi. Et il a répété toute sa vie. Après, j'espère qu'il va pas mal le prendre, connaissant justement Ravanelli, voilà, parce que je sais qu'il a une part de susceptibilité en lui. Mais est-ce que ça a un petit peu chauffé avec je sais pas, le De Zerbi ou Benassia? J'en sais rien. On apprend aussi que Benassia et De Zerbi, bon, il y a eu des désaccords, quelques turbulences quand ça allait mal, après des grosses défaites, mais qu'il y a eu des discussions et que le lien resterait solide. Voilà. D'ailleurs, la tribune OM nous confirme qu'il y a eu une réunion entre les 2 hommes, un peu agitée, il y a quelques jours, mais c'est le lot d'une saison. Ça fait partie d'une saison quand un club connaît des crises, notamment l'Olympique de Marseille, et qu'à ce jour, tout est OK. Ces 2 hommes qui se connaissent et qui se comprennent et qui même se complètent, je dirais. Voilà. Après, est-ce que l'un ou l'autre va en tenir rigueur pour la fin de saison? Tout dépendra des résultats de l'OM. Les dirigeants ont la conviction d'avoir mis à disposition à leur entraîneur une équipe largement capable d'être 2e.
Au minimum podium. Bah, c'est ce que Benassia nous a dit à la Provence, il y a quelques jours. Et il répondait à De Zerbi. En plein après-midi, en conférence de presse, De Zerbi nous dit « Oui, mais j'ai pas de défenseur centraux de métier, je peux pas jouer comme ci, comme ça, j'ai pas les joueurs que je voulais. » Et comme par hasard, Benassia, il fait une interview à la Provence ce soir même. Bon, c'est vrai, on n'a pas pu faire de défenseurs centraux, on a essayé, on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait, mais quand même, avec l'équipe qu'on a, on doit être largement sur le podium. Sinon, ça serait une catastrophe. Vous comprenez ce que ça veut dire? On n'est pas bête. C'est qu'il répond aussi à son entraîneur que objectif podium coûte que coûte. Hein. Sinon, ça serait un gros échec et peut-être que dans la tête des dirigeants, bah, De Zerbi ne sera pas conservé en fin de saison si on n'est pas podium. Parce que, vu le mercato qu'on a fait, dans leur tête, à Longoria, à Benassia, c'était podium obligatoire et que le projet de 3 ans, il passe par un podium la première année. On ne va pas se répéter. Alors De Zerbi a eu la sensation que Benassia, voire Longoria, commençait à s'interroger sur ses choix et à douter de sa capacité à remettre l'OM sur le chemin de la victoire. Ça rejoint la déclaration précédente, que Benassia et Longoria se sont posé quelques questions. Quand ça allait très mal, comme tous les supporters de l'OM, ne commencez pas à critiquer Longoria et Benassia, c'est logique, c'est humain, on s'est posé des questions sur les choix de De Zerbi, mais que là, à l'heure actuelle, comme Longoria l'a dit hier, ils maintiennent leur confiance au coach, en même temps c'est normal, on attend jusqu'à la fin de saison, et que le lien, ces derniers jours, il est quand même intact, solide, l'ambiance est loin d'être détestable. On reparlera tout à l'heure de pourquoi on est parti en stage, en mise au vert en Italie. Donc voilà, quand on voit les propos de Longoria, justement, il dit la relation ne s'est pas détériorée, elle reste saine, il y a des échanges, des discussions, parfois des visions différentes que l'on partage ensemble, mais jamais de profonds désaccords ou de conflits. Donc là, il avoue, Longoria à demi-mot, qu'il y a eu des discussions, des visions différentes avec le coach. Tant mieux. Moi-même, j'ai réclamé à Benassia d'aller voir le coach. C'est moi, il y a 15 jours, c'était mon titre de la vidéo. Va lui parler à De Zerbi. Après, est-ce que De Zerbi l'a mal pris ou pas? C'est possible aussi, hein, mais je comprends que Benassia et Longoria aient été parler au coach, bien que c'est lui l'entraîneur. C'est humain, mais eux aussi, c'est les dirigeants et ils doivent aussi savoir certaines choses. Ça me rappelle un petit peu le gros conflit, toute proportion gardée, parce que c'était vraiment détestable, entre Rudy Garcia et Juninho à Lyon, qui ne pouvait pas se blairer, mais Juninho, lui, limite, c'était lui l'entraîneur. Il voulait tout imposer à Garcia, et quand on connaît Mister Garcia, lui, c'est tout l'inverse. Lui-même, il veut tout imposer. Quand il était à l'OM, c'est lui qui faisait le mercato, le recrutement, il gérait tout, hein, Garcia. Voilà. Alors, Longoria rajoute, ce qui compte, c'est le match contre Brest et le terrain maintenant. Voilà. La fin de saison, elle va se jouer sur le terrain. S'il y a défaite contre Brest, ça va être le gros bordel encore. Et voilà, ça va... Il va y avoir des tensions, forcément, entre certains hommes. Et vraiment, Longoria, c'est sincère. Par contre, il vante le mérite de De Zerbi, qui est très investi, qui est très engagé pour l'OM, qui travaille dur. Et que c'est pas facile pour lui, toujours au quotidien, par rapport à l'environnement bruyant. Il parle notamment de l'ambiance au sein de la commanderie. Même Benassia nous en a reparlé il y a quelques jours. Et un petit peu aussi du contexte médiatique et populaire. Parce que quand l'OM va mal, évidemment, ça fait du bruit. Donc ça... il le met au crédit de son coach que c'est pas facile pour lui et qu'il est totalement investi, motivé pour faire gagner l'OM. De Zerbi a dit après le match contre Montpellier que signer à l'OM c'était la meilleure décision de sa vie. Cette déclaration me fait un peu peur. Je vous explique. Il l'a jamais dit avant. Il l'a jamais dit en début de saison quand tout allait bien. Il le dit maintenant dans un contexte qu'on connaît. Voilà, il a été secoué dans la presse, à l'intérieur du club, c'est pas facile. Il se rend compte dans l'effectif qu'il y a des déceptions, qu'il n'a pas réussi à imposer son jeu totalement, loin de là. Et que, en plus, en Ligue 1 en France, il y a des choses qui lui déplaisent, notamment au niveau arbitral et autres. Ça peut vouloir dire, écoutez, je finis podium en fin de saison, je réussis ma mission et je m'en vais, mais écoutez, peuple marseillais, quoi qu'il arrive, je ne regrette pas d'être venu à l'OM. Et là-dessus, je le crois, parce qu'il voulait venir pour la passion, venir voir le stade Vélodrome, mais j'ai mes raisons pour ne pas continuer ainsi. Mais c'est comme un message d'en revoir, j'ai l'impression, pour que la pilule passe mieux, en fait. Voilà. Parce que c'est pas très naturel de dire ça dans ce moment-là, dans ce contexte-là. D'ailleurs, on a vu son visage après le match, qui était un peu bizarre. Si, le dernier match de la saison, on est podium, ou même, si on est 4e, 5e, et qui nous sort cette phrase-là, ça ressemblerait
à une phrase d'au revoir, d'adieu. Je m'en vais, je pars, mais en tout cas, pour le grand public, hein, signer à l'OM, ça a été une décision que je ne regrette pas. Pour mieux que ça passe, vous comprenez? Donc oui, j'ai le droit de m'interroger. Maintenant, on va parler de cette mise au vert. Pourquoi cette volonté de s'évader jusqu'en Italie pour préparer les matchs, hein. Ça va être le cas jusqu'à la fin de saison en principe. On reviendra à Marseille juste la veille du match. C'est une volonté de De Zerbi qui a été validée partout, hein, j'ai l'impression, par tout le club. Bon, déjà, moi je pense qu'il y a 2-3 raisons de ce choix-là. C'est d'abord, pour les joueurs, pour l'effectif, la volonté un petit peu de briser le quotidien, la routine, et que le groupe soit en mission commando, prêt à tout, pour s'investir et réussir à se qualifier en Ligue des Champions. Il y a aussi le contexte, évidemment, qui n'est pas facile à la commanderie. À l'intérieur, Benassia nous l'a dit, hein, ouvertement. L'environnement dans le club, à la commanderie notamment, il n'est pas simple. Alors ça peut aller des personnes, des employés qui travaillent dans les bureaux, des intendants et autres. Hein. Des personnes qui savonnent un peu la planche à Benassia, à Longoria, voire à De Zerbi. Mais c'est vrai que c'est un sujet à la commanderie qui est là depuis 25 ans, depuis la période Robert Louis Dreyfus. Hein, il y a des personnes qui sont là pour un peu tirer le club vers le bas. Alors comment faire un petit peu pour faire le ménage? Beaucoup ont essayé, on n'y est pas parvenu beaucoup. Et même avec quelqu'un comme Benassia, c'est pas facile parce que Benassia, il a la poigne, hein, il sait s'imposer. Mais je lui fais confiance de ce côté-là à Benassia pour essayer de faire le ménage. Et si vraiment lui, il ne parvient pas, il y a de quoi s'inquiéter, il y a de quoi s'alarmer. On est un peu gangréné de l'intérieur, hein, c'est triste à dire, c'est grave. Ça fait partie de l'OM, de ses mauvais côtés, de ses mauvaises facettes. Qu'on soit obligé de partir, même s'il n'y a pas que ça aussi. Hein. Il y a l'envie de partir pour motiver encore plus les joueurs, pour les faire sentir concernés d'une mission, qui n'est pas de relâchement, qu'on a un vrai objectif dans cette fin de saison, d'être sur le podium, que c'est vital. C'est aussi ça la raison. Pour moi, il y a les deux raisons qui sont valables. Mais pour revenir au sujet de la commanderie et des personnes problématiques, je fais confiance à Benassia. Bien que Benassia, sur d'autres aspects, notamment sur le sportif, quand on fera le bilan des 2 mercatos à la fin de saison, qu'il a fait, beaucoup d'échecs. Hein. Parce qu'on connaît les premiers choix de Benassia. Onana, c'est lui. Ouahi. Mumbagna, même si je ne dis pas que c'est un échec non plus. Koné, Brassier, bon, même si ces 2 cas, c'était pas que lui qui a validé et qui même a été cherché, a voulu ses joueurs en premier lieu. J'ai un petit doute sur Brassier. Bienvenue à l'OM, bienvenue à l'Olympique de Marseille. Ce contexte un petit peu malsain, un petit peu négatif à l'intérieur du club, la plupart des coachs ou des gens qui viennent travailler ici le constatent en tous les cas. Pour juste finir ce choix de partir au vert, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas faire tous les 3 mois. Ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas. Parce que ça marche sur un ou 2 coups. Voilà, ça peut créer un déclic, un sentiment de mission commando. Donc là, on décide de le faire pour cette fin de saison, pour des matchs de Ligue 1. Je comprends que ça peut paraître étonnant. D'ailleurs, en premier lieu, je me suis posé la question. Bien que se qualifier en Ligue des Champions, c'est primordial hein, cette année. Parce que cet été, on a un mercato à faire où on a des idées très intéressantes. Hein. Le cas Laporte est conditionné par une qualif en Ligue des Champions pour le projet tout court, pour garder certains hommes en tête, peut-être De Zerbi. Voilà, l'OM a plus de moyens qu'auparavant, qu'en 2020 par exemple. On a aussi des meilleurs partenariats, des partenaires plus solides. Donc si on se qualifie en Ligue des Champions avec ce que ça va nous rapporter financièrement, droits télé, billetterie, primes de qualification, etc. Plus la vente de quelques joueurs. Enrique qui est quasiment faite là. On annonce 25 millions voire 30. Ça pourra nous permettre cet été d'investir de nouveau. Voilà, c'est important pour la suite du club. Mais je ne dis pas que cette mise au vert, ça va marcher ou fonctionner. Hein. Moi, je ne suis pas chaud, je ne suis pas non plus négatif. La vérité, ça sera sur le terrain. S'il y a un match pourri samedi et à Lille, ça se passe mal, cette mise au vert, c'est que de la flûte. Hein. Je n'ai rien à faire, moi. Ok. Donc, d'un côté, ce qui est bien, c'est que ça montre que les dirigeants et le staff essayent de s'investir, de se donner. Mais on verra si c'est une bonne idée. On le verra dans les prochains matchs. Il y a Macourt qui va venir à Marseille pour le match contre Brest. Alors ça fait 2 fois hein, qu'il arrive en l'espace de très peu de temps. Bah pour quelle raison? C'est évident les gars. Il y a une fin de saison, il y a des bilans à faire. Et pour préparer aussi l'année prochaine, hein, évidemment. Mais c'est clair que lui aussi attend une qualif en Ligue des Champions. C'est encore plus important que d'habitude, c'est vrai. Parce que l'OM a plus de moyens qu'il y a quelques années.
Et il y a un projet en cours qui peut être très intéressant. Donc c'est vrai qu'il faut être sur le podium, c'est indispensable. D'ailleurs là on va regarder le calendrier avec nos concurrents. La mauvaise nouvelle c'est que Nice a battu le PSG hier, même si ça m'affole pas plus que ça, parce que si nous on gagne contre Brest, on a 4 points d'avance sur Nice. Il restera 3 matchs. Donc autant dire que les Niçois ils seront hors course hein, les gars. Et puis voilà, s'il y a un échec contre Brest, encore une contre-performance, j'ai envie qu'on mérite de nous-mêmes d'aller sur le podium. Déjà qu'on a de la chance, c'est un miracle d'être deuxième. Je le répète souvent dans cette saison de Ligue 1. Vu comme ça avance à nos côtés, il y a d'autres années, on aurait été 4e ou 5e, hein, avec le même nombre de points. Donc la victoire de Nice, oui, ça rajoute un concurrent de plus. Ça veut dire que si l'OM se rate, l'OM peut finir 6e, 7e, voilà, ou 5e, clairement. Mais on a quand même les cartes en main, quoi qu'il arrive. Et de toute façon, même si Nice aurait perdu, si nous on échoue prochainement, c'est Lyon, c'est Monaco, c'est Lille qui va nous passer devant. Voilà. Alors, le calendrier le plus compliqué, je dirais, c'est pas Monaco, c'est pas simple. Sinon, Strasbourg, c'est pas évident. Ils ont 3 équipes qui jouent le maintien et le PSG, même si, bon, vu qu'ils ont perdu, ils vont peut-être arriver démobilisés samedi. En plus, c'est entre les 2 matchs d'Arsenal, donc c'est vrai que Strasbourg peut au moins espérer un nul, voire l'emporter. Ils nous ont fait une PSG Bordeaux 99, hein, les Parisiens, hein, pour ceux qui ont la référence. Hein. Eh oui, l'OM qui jouait le titre et Paris qui laisse gagner Bordeaux, clairement, pour pas que l'OM soit champion, même si on n'avait qu'à battre Bordeaux avant et on n'avait qu'à battre le PSG 15 jours plus tôt. On avait perdu au Parc des Princes là-bas dans les dernières minutes. Mais c'était mon premier souvenir de supporter de l'OM. Et là, j'ai vu hier beaucoup de supporters repenser à cette histoire. Non, la vérité, Paris, ils ont eu plein d'occasions. Ils sont tombés sur un grand gardien. C'est pas pareil que PSG Bordeaux 99, si je dois être honnête. Mais c'est vrai que ça fait pas nos affaires et que Paris n'a pas joué avec la même motivation que contre l'OM. Mais ça, c'est tous les ans. Quand ils affrontent Nice et l'OM, c'est différent. Donc voilà, à l'écran, les calendriers de nos concurrents. Lille, c'est vrai que c'est le plus simpliste. Hein. Reims, Brest, ils nous reçoivent. Attention, il y a très très peu d'écart. Hein. S'ils font carton plein... De toute façon, dans ces équipes concurrentes, il y aura 1 ou 2 clubs qui vont faire carton plein. Je vous le dis. C'est pour ça, si l'OM n'a pas 10 points sur 12 au total, ou 9, allez 9. Si on n'a pas 9 ou 10 points, eh ben on ne sera pas sur le podium. Parce que derrière, il y en a des qui vont gagner les 4 matchs. Vous verrez, fin de saison, c'est l'enjeu qui prime. Des équipes qui jouent un peu moins à fond. On va parler mercato. Pour finir la vidéo, on a appris par un média espagnol que Murillo, il y a 2 clubs qui s'intéressent à lui en première ligue. Il est évalué à 15 millions d'euros actuellement. Alors est-ce que je souhaite le vendre par exemple à ce prix-là? Je ne suis pas très pour. Avec réflexion, parce que non seulement c'est un joueur performant, mais aussi polyvalent. Et ça peut nous servir pour l'an prochain, quand il y aura des pépins, parce qu'on va enchaîner les matchs tous les 3 jours. Hein. En principe, il peut jouer latéral droit, piston droit, voire défenseur central. C'est le genre de joueur qui est très utile dans un groupe. En plus, il ne fait pas de vagues, il a une très très bonne attitude, une bonne mentalité. Je ne sais pas s'il sera titulaire l'an prochain, hein, parce qu'on dit qu'on doit changer la défense, mais on ne pourra pas non plus peut-être tout changer. Il faudra peut-être garder Balerdi ou Murillo titulaire. Moi, je garde Murillo, sauf s'il y a une offre de plus de 20 millions d'euros. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Luis Enrique, il y a encore des nouvelles infos qui sortent, hein, semaine après semaine. On se rapproche d'un dénouement, d'un départ. Accord contractuel entre Enrique et l'Inter. C'est Foot Mercato qui nous l'annonce. Sur un contrat jusqu'en juin 2030, les 2 parties sont tombées d'accord. Il reste des discussions entre l'OM et l'Inter en cours. Et on apprend aussi dans le même temps par un média allemand que le Bayern s'est un peu retiré de Luis Enrique parce qu'ils ont été déçus de ses derniers matchs. Bon, c'est pas étonnant, hein, vu les performances dégueulasses hein, qu'il a affichées ces derniers temps. Aymeric Laporte, on a des confirmations comme quoi l'OM est bel et bien sur le dossier et que ça dépend d'une qualif en Ligue des Champions. Le joueur paraît chaud. Là, c'est la Minute OM hein, qui nous confirme, mais rappelez-vous, d'autres médias en ont parlé récemment. Je ne sais plus si c'est français ou à l'étranger, ou les deux. J'en ai parlé la semaine dernière d'ailleurs. Alors, le défenseur de Leverkusen, Inta, qui est en fin de contrat en fin de saison, malheureusement, c'est faux, les gars. J'ai rien trouvé de crédible, de vrai. Certains se sont laissés avoir par un article qui est sorti dans Goal France.
mais c'est un article en fait qui reprend une information d'un journal allemand et il parle pas de l'OM. Donc, par contre, c'est un joueur sur lequel on doit se pencher. On doit s'intéresser à lui. L'expérience qu'il a, la qualité du joueur, mais il y aura la concurrence. Vous, vous doutez bien qu'un joueur libre comme ça, de cette qualité-là, il y aura des très très bons clubs qui vont jouer la Ligue des Champions, qui vont lui proposer un super salaire avec une grosse prime à la signature. Donc, dans ces moments-là, c'est celui qui paye le plus en général qui a gain de cause. Donc ça va être compliqué, mais j'espère que l'OM va essayer. L'OM aussi suit un défenseur colombien, d'après un média italien. En même temps, il joue en série à un défenseur de Bologne, Luxumi. Ce qu'on dit de lui, c'est un défenseur solide, qui a 26 ans d'ailleurs, il me semble, qui est plutôt un bon relanceur. Bon, la plupart, il faut vraiment suivre la série pour le connaître, mais il y a des bons retours. Dans les commentaires que j'ai observés, un joueur performant vraiment en Italie. Bon, là, ça peut être une rumeur, les gars. On annonce un suivi, un intérêt. On verra s'il y a des confirmations. J'ai vu aussi quelque chose tourner sur Endrick, l'avancement du Real Madrid, le remplaçant d'Mbappé, un jeune attaquant brésilien pétri de qualité, un feu follet, un joueur explosif, insouciant même. D'après un média très connu en Espagne, il est ouvert à un prêt cet été pour avoir du temps de jeu. Et on sait que l'OM, au mois de janvier, a essayé de tenter le coup. C'était sorti dans l'équipe, je crois. Donc on connaît comment fonctionne Benassia. Rappelez-vous de Benasser. Il avait essayé cet été, ça n'a pas marché fin août, il est revenu au mois de janvier. Si on est en Ligue des Champions, ça ne m'étonnerait pas qu'on retente ce genre de coup et qu'on arrive avec des arguments. Et franchement, mon avis, c'est que ça serait exceptionnel. Si on a ce joueur en pointe, laisse tomber. L'an prochain en Ligue des Champions, je vise un quart de finale. Non mais sérieux, ça serait une superbe opportunité, laisse tomber. Évidemment que l'OM, on serait tous pour son arrivée. Pour ceux qui suivent un peu le Real. Alors, pour finir la vidéo, là j'ai fait un peu le tour sur les petites infos mercato qu'il y a. Il y en aura encore plus dans les semaines à venir. L'OM va jouer avec un maillot qui va symboliser un petit peu le partenariat avec la Côte d'Ivoire qu'on a. Maillot spécial pour le match contre Brest. Je crois que c'est le maillot africain de cette saison. On sait que chaque année, l'OM, pour honorer le foot africain et la relation qu'on a avec l'Afrique, sort un maillot OM Africa. J'avais celui de l'an dernier d'ailleurs. Et floqué en hommage au pays de Drogba. Donc ça représente sublime Côte d'Ivoire. Drogba, hein, le plus grand joueur passé par l'OM, le meilleur plutôt, le meilleur au 21e siècle qu'on ait eu, hein, le plus talentueux, qui nous a le plus apporté sur un an. Évidemment, il sera d'ailleurs au match des 125 ans. Peut-être que j'irai au Vélodrome, peut-être que je le commenterai ce match-là, on en parlera tiens demain, tranquillement en live, en détente, on verra bien. Et pour finir aussi, Benassia a donné une interview à RMC sur Robinho Vaz, en vantant sa mentalité, que c'est un joueur qui aimait le football, parce qu'on sait que maintenant qu'il y a beaucoup de jeunes footballeurs qui n'aiment pas plus le foot que ça, qui regardent plus trop les matchs. Lui, c'est pas son cas, donc il a encore vanté ses qualités, même si on ne le voit plus trop, mais c'est pas grave, faut pas s'affoler les gars. La réserve, on a besoin, il a eu quelques pépins physiques, on le verra à la préparation cet été, bien sûr, dès les premiers matchs amicaux, même si je sais que dans le bilan des jeunes cette année, c'est catastrophique, hein. L'OM, combien de minutes pour les jeunes, il n'y a rien eu encore. Et chaque été, on en parle, on en reparle. La génération Gambardella, il y a eu des départs, il y a eu des demandes trop exigeantes et des joueurs qui ne sont pas encore imposés. Il faudra prêter, hein. Gaël Lafont cet été par exemple. Bacola, il paraît que c'est très fort en réserve. On le verra lui aussi lors des premiers matchs amicaux cet été, au milieu de terrain, Bacola. Abdallah, il faut le prêter. Ça, c'est un sujet qu'on abordera à la fin de saison. Le sujet des jeunes, parce que là, on a la tête au podium, à la qualif en Ligue des Champions. Ce n'est pas le moment de lancer les jeunes. Là, c'est trop tard. Il n'y a pas eu la Coupe de France, mais même en 32e, on n'a même pas vu de jeunes. Hein. À Saint-Etienne, peut-être en toute fin de match, mais c'était vraiment très maigre. Il a dit aussi sur Vaz qu'il était bon. Très bon dans les espaces, bon de la tête, généreux dans l'effort, souvent bien placé pour les qualités d'avant-centre. Hein. De Vaz, qu'on a vu sur certaines entrées en jeu, il a été très intéressant au mois de janvier, cet hiver. Donc on en parlera pour les minots et notamment pour Vaz et d'autres cet été. Je m'arrête là les amis, merci à vous de liker en bas de la vidéo. Je compte sur vous pour être là. Demain, on commente le match aux alentours de 20 h. On prendra l'antenne. Donc, on va pousser l'OM pour un match capital. Je le répète chaque semaine, mais là, c'est encore plus important que d'habitude. Si on gagne Brest et Lille, on est quasiment en Ligue des Champions. Parce qu'après, il nous restera une victoire contre Le Havre ou contre Rennes. Mais il faudra battre ces deux clubs-là et c'est pas gagné. Ce match va être beaucoup plus compliqué que celui de Montpellier. Vous êtes au courant, mais bon. Si on veut mériter le podium et mériter d'être en Ligue des Champions, il faut être capable de battre Brest,
une équipe du ventre mou qui n'a plus rien à jouer dans cette fin de saison et qui a en plus quelques forfaits importants. Faut pas décoller non plus. Mais c'est vrai que je suis ni confiant, ni pessimiste. Parce que vu l'état de l'OM depuis quelques matchs, il n'y a pas de quoi être confiant, les gars. On verra bien. Likez en bas la vidéo. Je compte sur vous, la team. Ça vous plaît les avant-matchs, j'ai l'impression. J'ai que des bons retours. Il y a beaucoup de pouces. Continuez comme ça. Et l'année prochaine, on fera ça tous les 3 jours. Il n'y a pas de souci. Et je répète, pour ceux qui veulent aller parier sur le match, allez sur Unibet. Ça me soutient, ceux qui le font. Évidemment, je ne le cache pas. Vous avez une super offre de bienvenue avec mon code promo RAFOOT. Le lien est en description. Après l'inscription, si votre premier pari il est perdant, on vous rembourse votre pari en free bet jusqu'à 100 € de mise sous 24 heures sur votre compte Unibet. Voilà, ça limite les risques. Et si vous voulez voir le match Barça-Real Madrid, vous avez une option en plus. Vous inscrivez sur Unibet TV. Le match est disponible. Voilà. Allez l'OM, à demain soir avec les 3 points. Il n'y a pas d'arrangement. Il faut battre les Brestois. Et ensuite, on aura la tête au choc contre Lille où là aussi, il ne faudra pas se rater. Ouais, on n'a pas trop de joker. Hein. Vu la situation comptable, ça traîne derrière et c'est très serré. Forza l'OM, Ligue des Champions obligatoire, indispensable l'année prochaine. Ça fait déjà 3 ans, enfin ça va faire 3 ans. Si on ne se qualifie pas l'an prochain, qu'on ne la joue pas, il faudrait qu'on la joue tous les ans. Je me répète depuis 20 ans, depuis que, à part la période Pape Diouf et Deschamps, on a été régulièrement en Ligue des Champions. Depuis 93, hein, ce club se qualifie rarement consécutivement en Ligue des Champions sur plusieurs années. C'est vrai, à part Diouf et Deschamps, c'est quasiment jamais le cas. Même depuis Deschamps, est-ce qu'on a aligné 2 qualifs en Ligue des Champions 2 ans de suite? Jamais. Sampaoli et Tudor, Tudor, on est sorti en barrage l'année suivante. Donc voilà. Allez l'OM.